Merci au CNA, merci aux EPU de me donner l'opportunité de vous parler d'un programme de recherche en écologie auditive qui est né il y a quelques années et pour lequel nous espérons aujourd'hui engager le plus de personnes possible. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui est né de discussions avec mon collègue Stéphane Laurent, et qui a été soutenu activement, et je l'en remercie, par le CNA. Sans le CNA, cette étude n'aurait pas pu être menée dans les délais aussi courts, et je pense que certains d'entre vous ici ou certains d'entre vous y ont probablement participé. On va commencer par un commentaire. Je vais rebondir sur ce que Joël Ducournau vient de dire, sur la définition de ce qu'on appelle un bruit. C'est très important d'abord de réfléchir au concept. Et au vu de la théorie de l'information, de la théorie du signal, un bruit, c'est un vecteur d'énergie parasite qui vient se superposer au signal d'intérêt. Et en sciences de l'audition, le signal d'intérêt, comme vous le savez, généralement la parole. Et tout ce qui n'est pas parole est donc bruit et doit donc être supprimé ou effacé. Et une des caractéristiques sur laquelle Joël Ducournau a insisté, c'est que le bruit a un caractère aléatoire. Et ça, c'est très important à prendre en considération. Il n'est pas structuré. Voilà les résultats d'enregistrement menés par mes collègues écologues, écoacousticiens, dans une forêt du Haut-Jura, la forêt du Rizou, 1 minute toutes les 15 minutes, pendant des jours, des mois, des années. Et ce qui est reproduit ici, c'est le résultat d'un exercice de classification automatique par intelligence artificielle de type de son, en fonction du mois, de l'année et de l'heure de la journée. On va commencer par la classification des bruits d'avion, et vous voyez que les sons d'avion ou bruits d'avion sont relativement constants à partir de l'aube, toute la journée. Ce n'est pas étonnant, la forêt du Haut-Jura se trouve à proximité d'un aéroport. Et donc, les bruits d'avion, ces sons issus de turbulences, etc., se superposent de manière continue avec tous les autres sons produits par cette forêt toute la journée. Lorsqu'on regarde maintenant le résultat de l'exercice de classification pour ce qu'on appelle la biophonie, le son collectif produit par les vocalisations animales, oiseaux, insectes, eh bien on voit que le patron est complètement différent de celui produit par le bruit d'avion. Il présente deux pics que l'on retrouve plusieurs mois de l'année. Et ces deux pics, vous les trouverez dans beaucoup de situations à travers le globe. Ils sont ubiquitaires. Ils apparaissent 1 heure avant le lever du soleil et 1 heure après le coucher du soleil. Il s'agit en fait du chorus matinal et du chorus du crépuscule, deux phénomènes très très bien documentés depuis l'Antiquité qui correspondent à ces explosions d'activité acoustique d'origine animale pour au moins 6 ou 7 raisons qui vont de la thermodynamique aux comportements sociaux. Ce commentaire, je le fais pour insister sur le fait que le paysage sonore naturel et particulièrement sa composante biologique, mais également géophysique, est hautement structuré. Hautement structuré ici temporellement. On pourrait aussi documenter à l'échelle de l'année avec des variations saisonnières. On pourrait même descendre à des échelles de temps beaucoup plus courtes. Et en ce sens, le paysage sonore naturel dans sa composante biotique, biologique et abiotique, géophysique, j'exclus la composante anthropique, le bruit d'avion, ne peut pas être considéré comme un bruit. C'est un arrangement complexe de sons d'origine biologique et géophysique, structurés par les conditions tout à fait spécifiques de propagation du son dans cet environnement, qui est très différent dans une forêt, dans un jardin ou dans une prairie, et qui est structuré par les processus écologiques à l'œuvre dans l'habitat naturel. Et donc, en aucun cas, il ne faudrait considérer ces signaux comme du bruit, c'est-à-dire quelque chose que l'on voudrait effacer par un traitement de signal adéquat, par une prothèse ou un implant. L'écologie auditive humaine, c'est un programme de recherche initié par Stuart Gatehouse, mon mentor il y a de nombreuses années, mais qui avait été plutôt circonscrit aux situations domestiques et urbaines, et que je désire aujourd'hui élargir à la question de la perception des paysages sonores naturels dans ces 3 composantes, biophonique, géophonique et acoustique, et avec l'objectif de caractériser la représentation auditive que nous, humains, nous faisons de ces paysages sonores naturels, notre capacité à inférer les processus écologiques à l'œuvre lorsque nous écoutons ces paysages sonores naturels, et, pour ce qui nous concerne ici, l'impact de la perte auditive sur ces représentations auditives de paysages sonores naturels. Le malheur, c'est que nous ne savons quasiment rien en la matière.
Si nous avons accumulé pendant un siècle des connaissances sur la perception de la parole, de la musique et des sons de laboratoire, eh bien, on ne sait quasiment rien sur ces paysages sonores naturels, la manière dont nous les percevons et encore moins sur l'impact de la perte auditive. C'est pour ça que, avec un certain nombre de collègues cités ici, nous sommes embarqués dans une simple étude, un sondage qui a été mené grâce au soutien du CNA, avec 301 audioprothésistes professionnels déployés, répartis sur le territoire national métropolitain, à qui nous avons fait passer un simple questionnaire basé sur ces 4 premières questions, puis une autre. Nous demandions aux audioprothésistes de nous indiquer dans quelle mesure leurs patients rapportaient les sons de la nature, des sons naturels ou paysages sonores naturels, qui étaient bien définis en amont du questionnaire, avec quelles difficultés ces sons naturels étaient perçus par leurs patients, le caractère plaisant de cette expérience de paysage sonore naturel et l'importance que l'écoute de ces sons naturels pouvait représenter pour ces personnes malentendantes. Donc pour chacune de ces questions, les audioprothésistes devaient répondre sur une échelle de Likert à 5 ou 6 points. Et voilà les résultats. Dans la mesure où la question, le jeu de questions portait sur les réponses de leur, ou les opinions ou les rapports verbaux de leurs patients avant appareillage, à J1, lors de la première visite, et à la fin de la période d'essai, en moyenne à J30. Donc voilà les résultats pour la première question portant sur la fréquence des rapports de sons naturels. Vous voyez qu'avant appareillage, seulement certains d'entre eux rapportent entendre des sons naturels, et après appareillage, eh bien, le nombre de rapports augmente par un facteur 6. C'est un effet, on dirait, drastique, significatif, bien sûr, et que moi, je rapproche d'un phénomène de réveil, en quelque sorte. C'est « Ah, je n'étais pas conscient de la présence de ces sons naturels autour de moi, au quotidien ». Et je trouve que ce phénomène, même s'il est peut-être trivial, car lié à la simple amplification que procure la prothèse, devrait faire l'objet de beaucoup plus d'études. Quant à la difficulté d'écoute, si la difficulté pour ceux qui rapportent entendre des sons naturels est relativement, si l'aisance d'écoute est relativement faible, eh bien, elle augmente considérablement également à l'issue de l'appareillage. Ce n'est pas étonnant. Le caractère plaisant ou la valence émotionnelle positive également augmente à l'issue de l'appareillage. Et enfin, c'est la dimension qui m'a intéressé le plus. Si avant appareillage, on avait autant de personnes qui considéraient ces sons comme pas vraiment importants et importants, eh bien, il en va tout autrement après appareillage, où la proportion de personnes indiquant que ces sons étaient importants pour eux a augmenté considérablement. Donc, ces sons comptent au quotidien. Alors, le questionnaire est grossier, il ne distingue pas l'importance liée aux tâches quotidiennes, aux aspects fonctionnels, aux routines du quotidien, et l'importance liée aux aspects émotionnels. Enfin, pour ce qui est de la satisfaction, eh bien, il semblerait que les patients malentendants soient généralement satisfaits de l'appareillage en ce qui concerne l'écoute des sons de la nature. Lorsque on vous a demandé, et j'oubliais que ce questionnaire aussi prenait en compte le lieu de résidence, le bassin de vie, et particulièrement la distinction entre ces patients qui habiteraient dans des zones rurales profondes, d'après la définition de l'INSEE, et toute autre région, et on observe une modulation significative du lieu de résidence sur les réponses à la fréquence des rapports ou l'importance. Et de manière non surprenante, ces sons-là, l'écoute des sons de la nature sont plus importants pour les personnes habitant en zone rurale profonde que les autres. Donc, ça indique que ces facteurs géographiques, peut-être même climatiques, doivent être pris en compte dans l'écologie de la personne malentendante, car nous avons malheureusement une tendance dans les laboratoires et ailleurs à considérer le malentendant comme une sorte d'être abstrait, urbain, et réalisant essentiellement du cocktail party. Enfin, lorsque l'on demande aux audioprothésistes de classer par ordre décroissant les sons naturels les plus fréquemment rapportés, eh bien, les oiseaux l'emportent dans une large mesure,
Le vent dans les feuillages, j'étais surpris de cela, mais c'est conforté par d'autres études menées par des collègues. Et enfin, les sons liquides semblent être les 3 grands gagnants, ceux qui sont les plus fréquemment rapportés. Et ça, c'est très intéressant parce que ce sont des catégories de sons qui ont des caractéristiques acoustiques tout à fait spécifiques, très distinctes, bien sûr, des vocalisations humaines. Donc, en conclusion, j'espère que ce premier questionnaire, avec tous ses défauts, et il y en a, nous indique, vous a convaincu que il y a tout un impensé, entre guillemets, dans le domaine de l'audiologie. Nous avons évacué, pour des bonnes raisons, raisons liées au contrôle scientifique, de la stimulation. Donc Stéphane en a parlé, ces sons dits environnementaux, mais les sons environnementaux ne forment pas une catégorie homogène de sons, hein. Il faut vraiment distinguer les sons domestiques, les sons d'extérieur d'origine urbaine, et ensuite les sons d'extérieur plus naturels. Et pour ce qui est de cette dernière catégorie des sons, il semblerait que l'écoute, ou la capacité à préserver l'écoute de ces sons dits naturels d'extérieur, ait une importance au quotidien pour une grande partie de vos patients. Et ça va demander de développer probablement des tests voilà, une audiologie peut-être légèrement différente et pourquoi pas un traitement de signal plus adapté. Voilà, je remercie le CNA pour l'aide apportée à ce projet. Et puis, on peut prendre des questions. Avec plaisir, Christian. Tu sais que tu peux compter sur nous, continuer à t'accompagner dans tes recherches. Merci beaucoup.